Le microbiote vaginal reste quand même quelque chose dont les modifications restent au niveau génital. Existe-t-il encore un endroit stérile dans l'organisme ? Eh bien non, nous ne sommes pas les propriétaires de notre organisme, nous ne sommes que les locataires. Et en tant que locataire, il faut respecter les propriétaires. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé, ravi de vous retrouver. Le mardi, Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Comment ça va Nadia ce matin ? Écoutez, très bien, nous sommes en bonne compagnie. Bon, je vous ai proposé de venir avec votre yaourtière hier. J'espère que vous l'avez apportée avec vous. Oui, elle est dans mon sac à côté. C'est pour ça que vous avez un grand sac. Voilà, exactement. Bien, nos invités, Rika Etienne, bonjour et bienvenue. Attends, on va vous ouvrir votre micro, c'est mieux pour entendre votre voix. Rebonjour. Bonjour. Voilà, c'est formidable. Journaliste spécialisé dans les questions de santé. Vous avez publié beaucoup de livres. Quelques-uns, oui. Ouais, sur le sujet. Vous êtes venu avec le docteur Jean-Marc Bobot. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je voulais vous appeler Bobo, mais bon, si Michel Simès dit qu'on dit Bobot, on va faire comme le chef dit. Faites comme vous voulez. Infectiologue et andrologue. L'andrologie, pour tout le monde, c'est tout ce qui se passe entre la ceinture et les genoux chez les hommes. Voilà. C'est le gynécologue des hommes. On peut dire ça ou pas ? Oui, parce que ça regroupe grosso modo les mêmes problématiques, oui, absolument. Voilà, vous êtes spécialiste des affections urogénitales féminines et masculines. Absolument. Et le livre que vous avez écrit tous les deux, Prenez soin de votre microbiote vaginal, est maintenant disponible en poche chez Marabout. Il faut le dire, quand les livres sortent en poche, ça permet de les diffuser encore plus largement. Un livre dans lequel les hommes ne sont pas oubliés, puisque vous leur dédiez le dernier chapitre. Je suis resté un peu sur ma faim quand même, parce que j'ai pas appris. Je croyais que vous alliez m'apprendre plus de choses que ça. Ce qui était important, c'est d'apprendre ce qui se passait chez les dames. Donc, aux hommes. Aux hommes. Ouais. Alors là, il aurait fallu trois livres. Hein. Alors, j'ai appris en lisant votre livre que la nourriture avalée pouvait déterminer aussi l'odeur du vagin. Oui. Mais ça dépend vraiment des patientes. Et donc, il y a des patientes qui peuvent, par exemple, des patientes qui mangent beaucoup d'ail, eh bien, les sécrétions vaginales peuvent sentir l'ail, comme la sueur peut sentir l'ail, bien évidemment. Et donc, on peut repérer, je ne dis pas le dernier repas, mais en tout cas, on peut repérer certaines habitudes alimentaires au niveau du microbiote vaginal. Bien. Est-ce que plus on se lave, plus on est propre ? Qui répond ? Tiens, Rika Etienne. Est-ce que plus on se lave, plus on est propre ? En tout cas, plus on est attaqué au plan vaginal, ça c'est sûr, parce que l'hygiène c'est très bien, mais trop d'hygiène tue l'hygiène en réalité. Et il faut un petit peu raison garder. Une fois par jour, c'est très bien. Éventuellement, après l'amour, c'est bien aussi, mais tout le temps et trop, c'est vraiment une agression pour le vagin. D'accord, donc plus on se lave, plus on n'est pas propre. Alors, c'est pas une histoire, c'est plus une histoire de propreté. Vous risquez des infections, mais surtout vous risquez des érosions de la muqueuse. Tu me contrediras, Jean-Marc, si tu... Non, mais on confond souvent propreté et infection. Donc, d'abord... mais c'est un vrai sujet. Hein, oui, c'est un vrai sujet. La propreté, c'est effectivement garder un corps sain. Mais le problème, c'est que l'excès d'hygiène ou l'utilisation de produits qui sont inadaptés, ça va peut-être donner un aspect sain extérieurement, mais ça va modifier profondément toutes les défenses que vous pouvez avoir au niveau de la peau. Et on le sait très bien, c'est pas simplement au niveau du vagin, au niveau de la peau et a fortiori au niveau génital. Alors, on parle aujourd'hui du microbiote vaginal. Il est moins médiatisé que le microbiote intestinal, qui est l'objet de beaucoup d'attention et de publications depuis quelques années. C'est grâce à quoi, d'ailleurs, que le microbiote intestinal est tellement célèbre en ce moment ? Parce que l'intestin, on le sait depuis quelques années, est connecté au cerveau. Alors que le vagin, pour l'instant, on n'a pas de preuves formelles. Et donc, on sait que tout ce qui modifie le microbiote intestinal, ça peut agir à des niveaux très différents, que ce soit au niveau des maladies neurologiques, au niveau cardiovasculaire, au niveau du diabète, et ainsi de suite. Le microbiote vaginal reste quand même quelque chose dont les modifications restent au niveau génital. Alors, pour tout le monde, le corps fourmille de microbiote, hein, on en a partout.
Oui, on en a absolument partout. J'avais écrit dans un journal qui s'appelle La Revue des microbiotes un éditorial en disant « Existe-t-il encore un endroit stérile dans l'organisme ?» Eh bien non, il n'y en a plus. Même dans le cerveau, on a un microbiote. On sait que dans la vessie, il y a un microbiote et l'état normal. Donc, nous sommes colonisés. Nous ne sommes pas les propriétaires de notre organisme. Nous ne sommes que les locataires. Et en tant que locataire, il faut respecter les propriétaires. Et donc, il faut expliquer. L'utérus est quand même une cavité stérile. Pas du tout. On sait à l'heure actuelle que l'utérus, il y a un microbiote, que ce microbiote est décrit de manière diverse parce qu'il y a des publications qui sont très controversées sur le sujet, mais des études, pour faire très simple, qui ont pris des pièces d'hystérectomie, c'est-à-dire quand on a fait d'un point de vue chirurgical, qu'on a retiré l'utérus de manière stérile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contamination extérieure, on sait qu'à l'intérieur de l'utérus, il peut y avoir des microbes à l'état normal. C'est ce qui fait que l'on a pu dire que l'enfant, dans le ventre de sa mère, était déjà colonisé par un certain nombre de bactéries qui vont lui servir à développer son système immunitaire à l'âge adulte, ou même en tant qu'enfant. Et si l'accouchement se fait par césarienne, alors est-ce qu'on a les mêmes bactéries que s'il se fait par voie basse? Et non, bien sûr que non, dans la mesure où le vagin, c'est le véritable organe nourricier de l'enfant quand il va naître. Sur la stérilité, j'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez, Nadia. J'ai appris dans votre livre que, contrairement à une idée reçue, l'urine n'est pas stérile. Non, pas du tout. On sait qu'il existe à l'état normal, dans la vessie, il existe un microbiote qui est assez similaire d'ailleurs à celui du vagin. Ce qui explique que les femmes qui font des cystites récidivantes, mais ça fera l'objet d'un livre prochain que nous sommes en train d'écrire avec Rika, les femmes qui font des infections urinaires à récidivantes, il faut s'occuper de leur microbiote vaginal parce que souvent c'est connecté et souvent on donne des antibiotiques à tire-larigot chez ces femmes alors qu'en fait il faudrait plutôt s'occuper de leur microbiote. Est-ce que le microbiote intestinal peut nous donner un aperçu du microbiote vaginal puisqu'ils sont en lien quelque part ? Alors, ils ne sont pas directement en lien. Plus exactement, on sait que le réservoir naturel, alors déjà dans le vagin, il y a entre 100 millions et 1 milliard de bactéries par millilitre de sécrétion vaginale. C'est ça la microbiote. C'est ça, c'est le microbiote. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Et ce microbiote, il est fait de multitudes de microbes, mais 60 à 80% de ces microbes sont des microbes protecteurs que l'on appelle les lactobacilles. Or, ces lactobacilles, ils sont au départ le réservoir naturel du vagin. C'est pas l'intestin, c'est le rectum, c'est-à-dire la partie basse de l'intestin. Donc on peut pas dire qu'il y a une connexion directe entre l'intestin et le vagin, mais par contre, c'est vrai que quand on utilise par exemple des produits d'hygiène, même à l'extérieur, qui sont antiseptiques, c'est-à-dire qui détruisent les microbes, eh bien on empêche ce réensemencement naturel entre le rectum et le vagin. À ce titre, il faut dire quelque chose de très intéressant. Jean-Marc a défendu depuis longtemps l'idée que l'épilation intégrale et définitive et pas forcément une bonne idée pour les femmes. C'est très à la mode, mais il vaut mieux s'épiler, disons, de manière propre, etc., mais pas intégralement, parce que les poils permettent, par un jeu de tapis roulant, de rapatrier ces très bonnes bactéries vers le vagin et permettent de le réensemencer. L'autre idée, c'est que les poils permettent d'hydrater cette zone-là et ça évite des sécheresses ultérieures qui pourraient toucher les femmes ultérieurement quand elles seraient un peu moins jeunes. Et du coup, c'est vraiment une protection très importante que de conserver ces poils. On parle pas évidemment de forêt touffue, évidemment, on parle pas de ça. S'il y en a qui aiment, de toute façon, après tout, pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, il faut prévenir les femmes qui ont parfois tendance à céder à certaines modes. C'est pas forcément une bonne chose pour elles, et les plus fragiles, celles qui ont des problèmes de mycose, de cystite, etc., elles sont encore plus vulnérables. Donc il faut faire attention. Jean-Marc, je ne sais pas si tu confirmes, mais on l'a écrit en tout cas. En tout cas, c'est dans le livre, sur les poils. Oui, je confirme. C'est surtout que ce qui est important, c'est de considérer que l'épilation définitive, je parle de l'épilation laser qui retire le poil plus le follicule pileux. Or, le follicule pileux, il y a une petite glande à la base de tous les poils, qui est une glande sébacée, qui produit le fameux sébum qui justement va garder cette imperméabilité de la peau. La peau, elle doit être hydratée et pour ça, il ne faut pas qu'elle se déshydrate. Et le film qu'il y a à la surface de la peau, qui est justement ce film qui est sécrété par ces petites glandes, quand on fait une épilation définitive, ce film n'existe plus. Donc il y a une déshydratation de la peau et il y a un risque de sécheresse, comme l'a dit Rika, et un risque d'infection. Bon, alors, qu'est-ce qu'un vagin qui va bien, qui respire la bonne santé ? Moi, j'allais dire, c'est déjà une femme qui se sent bien dans son vagin.
Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, ou ça veut dire beaucoup de choses. Expliquez-nous, on va bien comprendre, allez-y. Ou ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est forcément un vagin qui est sain. C'est un vagin, moi j'ai des femmes par exemple ménopausées qui se plaignent par exemple de sécheresse au quotidien et on est un peu désespéré et on leur dit écoutez, pendant les rapports sexuels je pense que ça doit être très désagréable. Elles nous répondent non, pas du tout, pendant le rapport c'est là où ça va le mieux, parce que la sexualité joue un rôle important aussi et il ne faut pas confondre par exemple l'hydratation au quotidien du vagin et puis la lubrification que l'on peut avoir lors du rapport sexuel. Donc j'allais dire, il y a le microbiote, l'aspect technique des choses, c'est-à-dire un microbiote équilibré, on n'a pas d'infection, on est content. C'est pas pour ça qu'on va être bien dans son vagin, parce qu'une femme ne se résume pas qu'à un vagin. Contrairement à ce que pensent les hommes, il y a souvent un cerveau au-dessus pour le meilleur et pour le pire. Et donc ce vagin, il doit être sain pour aller bien, mais c'est pas suffisant. Et même avant d'aller plus haut, il y a un clitoris aussi avec ce vagin. Il y a le clitoris et puis il y a toutes les zones érogènes. Les petites lèvres sont des zones érogènes. Et puis il n'y a pas que le cerveau. Mais je pense que le démarrage de l'excitation, c'est aussi quelque chose d'assez cérébral. Rika Etienne. Jean-Marc, tu n'as pas dit ce que tu as dit dans le livre et qui était très bien. Moi, c'est ce qui m'avait convaincu d'écrire le livre avec Jean-Marc. Il a commencé à parler du vagin en me disant un vagin qui va bien, c'est la galerie des glaces à Versailles, c'est rose, c'est étincelant, c'est brillant et ça jette mille feux et il y a à l'exploration, à l'examen clinique. Moi, je ne suis pas clinicienne. J'écris, j'enquête, mais je ne suis pas clinicienne. Et donc, la façon dont il parlait de ce vagin pour la première fois, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Je suis une femme, je savais pas qu'on pouvait parler du vagin comme ça, avec ses couleurs, avec ce moelleux, avec cet aspect brillant. Et à contrario, un vagin qui va mal, c'est un vagin qui est terne, qui est gris, qui est sec, et le médecin, et qui est triste, et le médecin va tout faire, va s'employer à tout faire, et la sage-femme, j'imagine aussi, c'est votre métier, va tout faire pour qu'il récupère cette vitalité quelque part. Alors, quel est le rôle du microbiote vaginal sur la santé gynécologique ? Docteur Bobot. Déjà, ce microbiote, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est composé majoritairement, quand une femme va bien, de certaines bactéries donc, qui s'appellent des lactobacilles et qui vont empêcher le développement des autres bactéries qui existent dans le vagin, mais aussi des bactéries qui tenteraient d'envahir le vagin. Alors, lactobacilles, vous expliquez dans votre livre qu'il y en a 5 catégories, mais lactobacilles, c'est un mot qui peut nous paraître familier. Oui, c'est ce que ça produit de l'acide lactique, c'est ce qu'on peut trouver un peu dans les yaourts. Hein. Alors, dans les yaourts, il n'y a pas que des lactobacilles. Hein. Il y a du bifidus, etc. Oui. Mais lactobacilles, ça produit de l'acide lactique, c'est-à-dire que ça acidifie le milieu. Alors, ils sont tous gentils, les lactobacilles, ou il y en a qui sont moins gentils que d'autres ? Non. Et puis d'abord, tous les lactobacilles de la Terre, il y en a beaucoup plus que 5. Hein, mais là, on parle du vagin. Hein. Vagin, même, il y en a un peu plus que ça. Mais enfin, vous avez raison de dire que tous les lactobacilles ne se valent pas. Et tous les lactobacilles ne peuvent pas coloniser forcément le vagin. C'est pour ça que la grande mode californienne, il y a quelques années, qui était pour les femmes qui avaient un vagin déséquilibré, de se mettre de yaourt dans le vagin, ça ne marche pas. Tout simplement parce que les lactobacilles qu'il y a dans le yaourt, ils ne peuvent pas s'établir dans le vagin. Et donc, pas de chance, on a un moyen, il faut utiliser son yaourt autrement. D'où la yaourtière, mais ça sera pas Non, il n'y avait pas de sous-entendu. Hein. Non, mais j'avais pas de sous-entendu. Moi, j'ai lu votre livre. Mal placé. Non, je suis pratique. Moi, je vois des recettes dans un livre. J'applique. Évidemment, ça, c'est la petite étudiante américaine qui s'est amusée à fabriquer. Quand elle a vu que sur Internet, il y avait des hommes qui utilisaient... On peut vraiment tout dire à l'antenne ? Non, je mettrai un bip. Bon, donc des sécrétions masculines, on va dire, si vous voulez bien. Alors donc, il y a des hommes qui ont eu cette idée assez farfelue d'utiliser leurs semences. C'est très joli ça. Leurs semences pour fabriquer. Sperme, donc. Voilà, vous gâchez tout. Vous voyez comment vous êtes. Allez-y. Non, mais je vois, mais c'est incroyable, Beurre FM.
on va exploser l'audimat là. Donc, qui utilisaient leur sperme pour fabriquer des cocktails. Eh bien, cette étudiante américaine qui était féministe s'est dit, pourquoi moi je ferais pas pareil avec mes lactobacilles, puisque j'ai des lactobacilles dans le vagin, pourquoi je fabriquerais pas mon propre yaourt? Un yaourt, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation de lactobacilles qui vont transformer le lactose du lait en acide lactique et ça fait un yaourt. Elle se dit, je vais utiliser mes lactobacilles à moi et je vais transformer mon glycogène, c'est-à-dire le sucre que j'ai moi, et je vais obtenir un yaourt. Elle l'a fait. Elle a poussé la conscience professionnelle. Est-ce qu'elle l'a goûté? Parce que c'est bien joli de le faire. Elle l'a goûté. C'était pas vraiment bon. C'était acide et puis on conseille pas de le faire. On conseille pas de le faire parce que forcément l'hygiène n'est pas forcément idéale. Donc, mais bon, c'était une curiosité et on n'a pas résisté au plaisir de le raconter parce que ça existe. Il faut dire que dans un vagin, il n'y a pas que des lactobacilles. Donc quand on utilise ses propres sécrétions vaginales pour faire du yaourt, on se met des tas de choses avec les lactobacilles qui ne sont pas toujours top. Hein. Alors est-ce que c'est une question de mode? En tout cas, on parle du microbiote vaginal ce matin, à l'occasion de la sortie en poche de Prenez soin de votre microbiote vaginal chez Marabout. Rika Etienne, qui est journaliste, et le docteur Jean-Marc Bobo, qui est infectiologue et andrologue, sont nos invités tous les deux. Je parle de mode parce que c'est vrai que finalement, subitement, on se met à parler de microbiote. Mais quel intérêt ça a pour toutes celles qui nous écoutent au quotidien qu'on parle de leur microbiote vaginal? J'ai commencé à m'intéresser au microbiote vaginal il y a maintenant plus de 15 ans, où je suis passé d'ailleurs pour un doux rêveur, parce qu'en tant qu'infectiologue, j'en avais un peu assez de voir des patientes qui faisaient des infections à répétition. On leur donnait des traitements classiques, soit des antibiotiques, soit des traitements antifongiques pour les mycoses, et on les revoyait 3 mois plus tard avec les mêmes problèmes. Donc à un moment, on s'est posé la question de se dire, mais pourquoi nos traitements ne fonctionnent pas ? Et en fait, les traitements ne fonctionnent pas parce qu'on ne peut pas considérer qu'une mycose ou une infection vaginale, en dehors des infections sexuellement transmissibles, une infection vaginale due à des bactéries, c'est comme une grippe ou comme une angine. Ce ne sont pas des microbes venus de l'extérieur, ce sont simplement des microbes qui existent à l'état normal dans le vagin, qui se mettent à se développer tout simplement parce que les défenses du vagin ne répondent plus. Et donc, plus on donne des antibiotiques, plus on met des ovules antifongiques, plus on risque de déséquilibrer ce microbiote. Et donc, on a un effet boomerang, c'est-à-dire qu'on a à nouveau cette patiente qui nous revient 2 mois ou 3 mois plus tard. Donc, moi, j'ai commencé... Et avec l'impression qu'elle fait soit des infections urinaires, des mycoses à répétition. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, je me suis dit, quand même, il faut essayer de trouver la cause. Alors, la cause, c'est effectivement le déséquilibre du microbiote vaginal, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une flore vaginale, on appelait ça avant une flore, je trouve que c'est joli quand même, ce terme, c'est plus joli que microbiote, que la flore vaginale dominée par des lactobacilles qui sont des bactéries protectrices, eh bien cette flore, elle va être dominée par des microbes qui peuvent s'avérer pathogènes. Et donc, c'est eux qui vont se développer parce qu'il n'y a plus de défense. D'où l'intérêt de rééquilibrer. Et pour ça, on a des produits comme les probiotiques qui sont des lactobacilles que l'on va donner par voie orale ou par voie vaginale et qui vont réensemencer le vagin. Et c'est une autre philosophie. Encore une fois, c'est pas du post-68 arbre à Bacoul, c'est vraiment des choses qui sont extrêmement précises, avec des études cliniques qui ont permis, entre guillemets, de sauver la vie, en tout cas la vie sexuelle de beaucoup de patientes. Et c'est ce qui est important. Dans la première édition, qui était la grande, on avait appelé ça microbiote vaginal, la révolution rose. Et ça a sauté en poche. Hein. Oui, mais moi, je considère que c'est une véritable révolution pour les femmes. Parce que effectivement, se traîner des maladies chroniques dont on comprend absolument pas pourquoi elles reviennent tout le temps, on finit par culpabiliser, par se dire que c'est de notre faute, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, parce qu'on somatise, etc. Parce que les médecins ne trouvent pas les traitements et on finit par se dire, mais au fond, c'est de ma faute, je me punis, entre guillemets. Et quand on a finalement compris que le microbiote, la flore vaginale importait à ce point-là dans le terrain, dans la bonne santé vaginale, et que petit à petit, grâce à ces traitements qui sont naturels, on le répète entre guillemets, mais qui pris au bout ça marche pas au bout de 5 minutes, hein, c'est pas parce que vous allez acheter votre probiotique que ça va marcher, mais au bout de quelques mois, petit à petit, vous allez vous rendre compte que votre vie vaginale et sexuelle et votre
votre vie de femme tout simplement, le confort de tous les jours, mettre un pantalon, faire du sport, ça ne fait plus mal. Elle change cette vie-là et ça vaut vraiment la peine. C'est en ce sens qu'on avait parlé de révolution. Donc les femmes ont vraiment quelque chose d'important qui s'est passé là. Alors, les probiotiques, ceux qui, à l'automne, font leur cure de probiotiques, savent ce que c'est, en tout cas pour les intestins. Est-ce que les probiotiques que vous destinez à la flore vaginale ou au microbiote vaginal sont les mêmes ? Pas du tout. Ah non, c'est pas les mêmes que... Non, Ouais. pas du tout. Les probiotiques à visée intestinale, c'est des probiotiques bien particuliers et il n'y en a pratiquement aucun qui soit susceptible de modifier en quoi que ce soit la flore vaginale. Donc, c'est vraiment des souches de lactobacilles bien particulières. Alors, on a beaucoup évolué. On a étudié vraiment le microbiote vaginal de beaucoup de femmes et on sait qu'il y a certaines souches de lactobacilles qui sont dominantes. Et qu'on retrouve majoritairement chez les femmes. Alors, on va donner des noms, lactobacille crispatus, le gasseri, etc. Et donc, à partir de là, on a Crispatus, il a l'air sympa, je ne veux pas dire, mais... crispatus, Pour mais tout, il pourtant, est efficace. c'est pour décrisper le vagin. Ah, bah, donc voilà. il est sympa. Voilà. Le Il est crispatus. décrispatus. Il est décrispatus, oui. Voilà. Et donc, ça nous permet, avec ces études, de savoir quelles sont les souches qui seront le plus appropriées pour pouvoir gérer un déséquilibre de la flore vaginale. Et donc, comme le disait Erika, c'est des traitements longs. Il faut bien expliquer aux femmes que ça ne va pas se faire en 8 jours. C'est des traitements répétitifs pendant plusieurs mois. Et j'allais dire à tous les âges de la vie de la femme. Parce qu'on a dit, une femme ménopausée, elle n'a plus d'hormones, elle n'a plus d'estrogène, donc il n'y a plus de lactobacilles dans le vagin. Eh bien, c'est faux. On sait maintenant qu'il y a plus de 50% des femmes au moment de la ménopause qui gardent des lactobacilles. Et plus elles ont des lactobacilles abondants dans le vagin, moins elles ont de sécheresse, moins elles ont de douleurs lors des rapports sexuels. D'où l'idée, et je suis en train de me battre pour ça depuis quelques mois, qu'on prépare sa ménopause. Et préparer sa ménopause, ça veut dire que 3-4 ans avant la date fatidique, c'est-à-dire l'arrêt des règles, eh bien, on peut commencer à prendre des suppléments avec des probiotiques, ce qui fait que la femme va arriver au moment de la ménopause avec un nombre de lactobacilles suffisant pour que son vagin lui soit agréable pendant la ménopause, qu'elle n'ait pas de douleur lors des rapports sexuels, qu'elle ait moins d'infections. Donc, c'est à tous les âges, et y compris chez la femme enceinte, même si chez la femme enceinte, on a moins de recul. En tout cas, c'est pas dangereux, mais on ne sait pas vraiment si ça peut limiter les risques de prématurité. Mais en tout cas, c'est pas dangereux. Et vous préconisez l'utilisation de probiotiques par voie vaginale, donc ovules, capsules, ou par voie orale, parce qu'il y a également des probiotiques destinés au vagin par voie orale. Oui, vous avez raison. Le problème de la voie orale, c'est qu'avant d'arriver dans le vagin, il y a un long chemin quand même. Hein. Et donc, il y en a qui se perdent en route. Et donc, on sait que pour qu'il y ait un réensemencement correct du vagin, il faut qu'il y ait une certaine quantité de lactobacilles qui arrive dans le vagin. Et ce n'est pas toujours le cas avec des probiotiques que l'on trouve... y compris en pharmacie. Hein. Donc, moi, j'ai coutume de dire qu'il y a 80% des probiotiques que l'on trouve. Alors, je ne parle même pas d'Internet parce que je vais me mettre en colère. Mais, non, attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que les gens qui nous écoutent, la première chose qu'ils font, Ils vont aller chercher sur ils Google. Internet. Ils Google et ils tombent sur les... Voilà. Donc, demandez conseil à votre pharmacien, demandez conseil à votre médecin, demandez conseil à votre sage-femme. Eux, ils ont les réponses avec des études cliniques qui ont été faites. Tous les probiotiques ne se valent pas. Il y a des souches de probiotiques qui ne valent rien. Il y a des concentrations qui ne valent rien. Et puis, maintenant, on commence à avoir des produits qui sortent avec non seulement le probiotique, c'est le beurre et l'argent du beurre. Je suis désolé, hein, mais bon, c'est-à-dire le probiotique plus le carburant du probiotique. C'est ce qu'on appelle des symbiotiques. C'est-à-dire qu'on met des lactobacilles et on leur donne en plus des sucres, et tout ça c'est compris dans la gélule, qui vont booster le développement. Donc il faut absolument avoir un conseil médical et pas se dire allez hop, je vais aller, j'ai bien entendu l'émission, je vais sur internet et je commande ma boîte de probiotiques. Je voulais juste donner une petite précision pour internet. Il y a des pharmacies en ligne sur internet. Là, il n'y a pas de problème. Quand on parle de faut se méfier, quand elles ont pignon sur rue et qu'elles ont aussi leur site en ligne, et je crois que le site de l'Académie de pharmacie indique toutes les pharmacies qui ont vraiment pignon sur rue. Non, mais si vous tapez contrôlé. lactobacille vaginale, là vous allez arriver. Bon, c'est que les premiers qui donnent sont pas forcément les mieux. Oui, exactement. Là, pour le Ce référencement, sont les mieux référencés. Donc, oui. Donc Après, la vie médicale n'y est pas forcément dans ce genre de choses. Oui. C'est juste ça qu'il faut Et savoir. puis de même,
j'aime beaucoup les boutiques bio, mais il faut quand même faire attention aux conditions de conservation. Et a priori, ce sera quand même mieux dans une pharmacie que dans une boutique bio. Alors, quel est l'examen qui permet de déterminer finalement sa flore vaginale aujourd'hui? Comment vont vos lactobacilles? J'allais dire, quand on n'a pas de symptômes, on ne fait rien. Un vagin qui va mal, c'est un vagin qui généralement va donner des symptômes. Alors les symptômes, ça peut être des pertes anormales, ça peut être des démangeaisons, ça peut être des brûlures, ça peut être des douleurs lors des rapports sexuels, et ça peut être la mauvaise odeur. Et ça, il faut bien comprendre que y a un certain nombre. L'infection la plus fréquente au niveau vaginal, c'est ce qu'on appelle la vaginose bactérienne. C'est la multiplication de bactéries, c'est le prototype du déséquilibre de la flore vaginale. C'est l'infection la plus fréquente. C'est 30% des femmes qui, une fois dans leur vie, vont faire ce genre d'infection. Et le principal symptôme, c'est la mauvaise odeur. Alors, autant une femme va aller à la pharmacie en disant « je crois que j'ai une mycose parce que ça me démange, etc. » Il n'y a aucune femme qui arrive devant le pharmacien ou le préparateur en pharmacie en disant « j'ai le vagin qui sent le poisson pourri » parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle le fishy odor. Alors en anglais c'est plus smart, en français c'est poisson pourri. Donc c'est très dévalorisant pour une femme. Non, parce que fishy odor, ça ne veut pas dire pourri. Ça veut dire poisson. Odeur de poisson. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est plus smart que poisson pourri. Voilà. Mais là, c'est encore une histoire de conservation. Donc, cette infection-là, c'est une infection qui est méconnue et qui est méconnue par les femmes. D'autant plus que cette mauvaise odeur, elle peut exister au quotidien, mais elle survient surtout après le rapport sexuel. Tout simplement parce que le sperme, on a dit qu'on disait sperme. Bon, alors le sperme est extrêmement alcalin, c'est-à-dire qu'il n'est pas suffisamment acide. Et donc, les microbes qui se développent dans cette vaginose bactérienne, ils vont libérer des amines aromatiques qui s'appellent la cadavérine et la putrescine. Plus le vagin est alcalin, c'est-à-dire moins il est acide, et plus ça sent mauvais. Et donc, ces femmes, après chaque rapport sexuel, c'est horrible. Ça sent très très mauvais. Elles ont honte. Et donc, il faut leur dire, vous n'avez pas à avoir honte. C'est une infection qui se soigne extrêmement bien. Pas uniquement avec des antibiotiques, mais justement en rééquilibrant la flore. Donc, parlez-en. Et elles n'ont pas que honte, elles ont le réflexe de se laver, de se relaver, de se relaver encore et encore et encore. Et elles aggravent leurs problèmes. Situation. Tout à fait. Donc, oui, alors ça c'est important ce que dit Rika, parce que on se dit, mais moi je fais pas de toilette interne. Tout le monde sait maintenant qu'il faut pas se faire de douche vaginale. Enfin, j'espère que tout le monde le sait. Non. Oh là là, non, tout le monde sait pas. Eh ben alors ça, de toute façon, même à l'eau, à partir du moment où on met de l'eau dans un vagin, on détruit le film de protection qui contient effectivement le mucus qui protège le vagin. Mais mettons que les femmes savent très bien qu'il ne faut pas mettre d'eau dans le vagin ou de produits antiseptiques ou de savon dans le vagin. Elles vont se laver à l'extérieur, mais elles vont se laver 10 fois par jour parce qu'il y a cette mauvaise odeur. Or, comme on a dit tout à l'heure, le vagin, il va se réensemencer en bonnes bactéries à partir du rectum. Et donc, si on se lave 10 fois par jour ou 20 fois par jour, eh bien, on va éliminer ce réensemencement et on va aggraver l'infection. Donc, on se lave avec un produit doux, surtout pas de produits antiseptiques. On se décape pas et puis on va voir son médecin ou son pharmacien et on dit franchement, alors maintenant, il y a des espaces de confidentialité dans les pharmacies. C'est pas toujours respecté, bien sûr. Ou alors, on l'écrit sur un bout de papier, en disant voilà, j'ai ça, j'ai pas envie d'en parler. Et le pharmacien, il aura compris. Et ce qu'il faut dire, j'avais une idée qui était... A priori, à partir de ça, j'ai oublié. En attendant, je voulais juste préciser on peut parler de Napoléon, si vous voulez. Que toutes les femmes... beaucoup de femmes, beaucoup plus qu'avant, savent qu'elles ne doivent pas mettre de produits pour nettoyer, se nettoyer au niveau intime, et notamment à l'intérieur, donc c'est-à-dire au niveau du vagin. En revanche, très peu de femmes savent qu'il ne faut pas mettre également de l'eau. Je prends pour exemple les femmes de confession musulmane. Lorsqu'elles font leurs ablutions minimum 5 fois par jour, après le passage aux toilettes, il y a donc les ablutions vaginales et du coup beaucoup de femmes utilisent la petite douchette. Donc il n'y a pas que les Japonais qui ont des toilettes avec de l'eau et du coup la douchette, ça va arroser le vagin. Ça c'est très dangereux parce qu'effectivement à l'intérieur du vagin il y a un film de protection comme au niveau de la peau. Ça s'appelle le mucus vaginal qui contient des bonnes bactéries et ces bactéries elles forment ce qu'on appelle un biofilm, c'est-à-dire que c'est comme un papier peint qui va tapisser le vagin et empêcher les autres bactéries d'aller s'y fixer. Quand on met une petite douchette, et alors avant on avait les poires vaginales, ça a un peu disparu, mais il y en a peut-être encore, et
donc, quand on met un liquide sous pression à l'intérieur du vagin, eh ben, tout simplement, on décolle le papier peint. Et ce qu'on va laisser à la place, c'est un autre papier peint, mais un papier peint avec des bactéries agressives. Et ce qu'on disait, c'est que le vagin est auto-nettoyant. Il a la faculté de s'auto-nettoyer, mais pas la vulve. Et la vulve, là, il faut la laver, c'est évident. On parle du microbiote vaginal ce matin, à l'occasion de la sortie de Prenez soin de votre microbiote vaginal en poche chez Marabout. Rika Etienne, journaliste, est notre invité, avec le docteur Jean-Marc Bobot, infectiologue et andrologue. On parlait du microbiote. C'est quoi la science qui a permis finalement tellement plus de connaissances affinées du microbiote vaginal ces dernières années ? Vous avez raison de le dire, la science a fait énormément de progrès. C'est-à-dire qu'avant, on regardait les petites bêtes au microscope et on disait, tiens, celle-là, elle n'a pas l'air d'être normale. Voilà. Maintenant, on a des méthodes qui sont des méthodes de séquençage, des méthodes moléculaires. Donc, ça a commencé par ce qu'on appelait la PCR. Et puis maintenant, on a de la métagénomique qui permet de décrypter des bactéries. Métagénomique. Métagénomique, voilà. Oui. C'est là où il y a eu énormément de connaissances qui arrivent, on parle de révolution même. Oui. Et donc ça nous a permis de découvrir des bactéries qui n'étaient pas cultivables. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune chance de faire pousser dans les petites boîtes qu'on trouve au laboratoire. Et on a pu identifier parmi ces bactéries, des bactéries que l'on trouvait préférentiellement. Alors bien sûr, c'est des études qui ont porté sur des centaines et des milliers de femmes. On a comparé des femmes avec un vagin entre guillemets normal et puis un vagin qui a priori semblait déséquilibré. Et donc on a pu cartographier comme ça un certain nombre de bactéries et s'apercevoir, par exemple, pour cette fameuse vaginose bactérienne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'infection vaginale la plus fréquente, qu'on connaissait un des microbes que l'on... C'est pas la mycose. Non, c'est pas la mycose. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que longtemps la mycose a été la première cause de consultation, mais que c'est plus le cas. Non, et puis vous savez, mycose, j'allais dire, dès que ça gratouille entre le nombril et les genoux, les femmes disent c'est une mycose. C'est devenu synonyme de démangeaison. Alors j'ai appris que c'était pas contagieux, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. C'est pas une IST. Non, il faut arrêter de mettre des crèmes sur les zizi des messieurs quand les femmes ont des... Moi, mon slogan, c'est pitié pour les glands, c'est-à-dire qu'il faut arrêter. Alors écoutez. Je ne le connaissais pas. Pour une fois que les messieurs n'y sont pour rien, il faut... Alors, est-ce que la circoncision protège justement les glands de toutes ces aventures ? Alors, Parce que c'est une vraie question. On dit que justement, la circoncision protégerait de pas mal de mésaventures. Certaines infections, oui. Pas pour tout. Donc, ce n'est pas forcément un remède miracle, mais c'est vrai que ça rend le gland moins perméable à un certain nombre d'infections. En tout cas, circoncis ou pas circoncis, la mycose de la femme n'est pas transmissible chez l'homme. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de mycose du gland chez l'homme, mais souvent, c'est lié simplement à une hygiène défaillante, non pas de la femme, mais de l'homme, parce que l'homme aussi, il faut respecter un certain nombre de choses. Puis, il y a des hommes diabétiques aussi. Ou au diabète. Voilà. Qui c'est qui a inventé le terme vagina ? C'est Fallope. Le papa des trompes, c'est ça ? Oui, c'est Fallope qui a inventé ce terme-là. Il vivait à la Renaissance. C'est un médecin anatomiste de la Renaissance. C'est moche comme mot quand même, quand on y pense. Fallope ? Non. Oui, je vous laisse. Avec pitié pour les glands, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, là ? Pour une fois que les messieurs n'y sont pour rien. En revanche, celui qui a inventé, vous savez ce dont on parle depuis quasiment 1 heure, c'est-à-dire le microbiote vaginal, en fait, ça porte un autre nom. C'est Doderlin, exactement. C'est la flore de Doderlin. C'est plus chic. Alors cet homme-là, il est assez intéressant à connaître parce qu'il a fait beaucoup pour les femmes en bien et c'est vraiment un ange et un démon cet homme-là parce que à la fois c'est lui qui a découvert que les femmes qui allaient bien vaginalement avaient cette flore et pour le remercier on lui a donné ce nom-là mais il a aussi découvert que avec les sages-femmes les femmes quand on les examinait elles avaient beaucoup moins de maladies que quand c'était les médecins qui les examinaient. C'est posé la question de savoir pourquoi. Et en fait, il s'est rendu compte que les étudiants en médecine venaient des salles de dissection et ensuite ils allaient examiner les femmes malades et qu'elles avaient beaucoup d'infections. C'est à partir de là qu'on a commencé à vraiment faire attention à se laver les mains, à se protéger pour ne...
C'est lui qui a à imposé mettre les des gants. gants Oui. pour ne pas réensemencer les femmes. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré dans le panthéon vraiment de la mémoire positive pour les femmes? C'est que malheureusement, il a collaboré avec les nazis et notamment à la loi de stérilisation des femmes. Donc, on lui réserve pas la meilleure des places non plus. Est-ce que l'importance de l'origine géographique des femmes a une influence sur la composition du microbiote vaginal? Oui, on sait que toutes les femmes n'ont pas le même microbiote. Ce qui peut paraître tout à fait normal, mais il y a des études. Alors vous savez qu'en France, d'ailleurs ça fait partie d'un débat actuel, on ne fait pas d'études en fonction des origines ethniques, mais par contre aux États-Unis, on sait que les femmes afro-américaines ont un microbiote qui est franchement différent de celui des femmes caucasiennes, c'est-à-dire des femmes blanches, de même que les hispanisantes n'ont pas tout à fait le même microbiote, et ça les expose à davantage d'infections. Mais il y a probablement des facteurs génétiques, ça c'est indéniable, mais il y a surtout aussi, on s'aperçoit quand même que les déséquilibres de la flore vaginale sont souvent liés à un très faible niveau économique, donc souvent avec une alimentation qui est défaillante, avec des systèmes d'hygiène qui sont pas corrects. Donc oui, il y a des différences qui sont génétiques, mais il y a probablement des différences en fonction du niveau socio-économique. Bon, alors qui sont les ennemis de la flore vaginale? Les ennemis de la flore vaginale, c'est le tabac. Et une femme qui fume, c'est une femme qui a, à partir de 4 cigarettes par jour, qui a toutes les chances de déséquilibrer son microbiote vaginal. Quel est le rapport? Tout simplement parce que le fait de fumer, ça diminue le taux d'estrogène dans le sang. Les estrogènes, c'est ce qui va permettre au lactobacille de se développer dans le vagin. D'autre part, on retrouve des dérivés de la nicotine qui sont des toxiques pour le vagin. Et donc, à partir de 4 cigarettes par jour, ces femmes, elles déséquilibrent leur vagin. Et donc, il y a peu de médecins qui le savent. Dans la population, ça ne se sait pas non plus. Le tabac, c'est mauvais pour tout, mais aussi pour le vagin. Il y a les produits d'hygiène dont on a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas utiliser de produits antiseptiques et pas faire de toilettes internes. Ça, c'est les lingettes. Les lingettes. Pris de la bouche, j'allais dire. Et les lingettes également, parce que maintenant c'est la nouvelle mode. C'est pas très écolo. Alors donc, si une femme veut éviter de se mettre trop d'eau dans le vagin, elle peut utiliser une lingette. Vaginette. Oui, parce qu'une vaginette c'est autre chose. Attention. Voilà, Nadia, partagez avec nous. La vaginette, j'en avais déjà ramené une. Donc voilà, c'est un sextoy. Ça peut être un sextoy. C'est un substitut de vagin. Voilà. En plastique et pas très glamour. Hein. Voilà. On l'a filmé. Ceci dit, en passant, petit aparté rapide, j'utilise pour expliquer justement aux femmes, par exemple, comment s'auto-examiner, voilà, ou tout simplement pour les femmes, par exemple, qui ont un vaginisme, pour pouvoir démystifier un petit peu la représentation qu'elles ont du vagin, et donc, du coup, aller palper dans la vaginette comment. Et là, on voit que le vagin n'a pas de dents. Non, qu'il n'a pas de dents, mais qu'il a des vagues. Ça a été longtemps une idée reçue, ça. Il ondule. Oui. Oui, mais c'est effectivement quand on met le doigt, et parfois quand la femme n'est pas suffisamment lubrifiée, l'homme a l'impression de sentir quelque chose d'un peu agressif, alors qu'en fait c'est simplement un manque de lubrification. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il faut que les femmes arrêtent de s'automédiquer. C'est-à-dire, encore une fois, ne pas faire de diagnostic toutes seules. Bien sûr que les femmes, elles connaissent leur vagin, et quand elles ont fait 10 épisodes de mycose, elles savent reconnaître le 11e, on est bien d'accord. Mais bien souvent, dans l'inconscient collectif féminin, dès que ça démange au niveau vulvaire ou au niveau génital, c'est une mycose. Non, il y a des maladies de peau, comme l'eczéma, comme les dermites atopiques, comme le psoriasis, qui donnent exactement les mêmes symptômes, mais qui ne sont pas des mycoses. Donc il faut au moins consulter au moins une fois et faire un examen si possible. Il y a les antibiotiques aussi, quand même, et les antiseptiques qui sont de véritables poisons de la flore. Et l'épilation. On a parlé de l'épilation. Alors, moi, qu'on parle de la contraception féminine, notamment la pilule. Alors, la pilule, généralement, protège. La pilule, en tout cas, elle est neutre. Sur la flore. Sur la flore vaginale. Ce qui protège le mieux, c'est l'anneau vaginal. C'est l'anneau contraceptif que l'on met. On a eu des doutes par rapport au stérilet. Et là, il y a des études qui sont très controversées. En fait, ce qu'on pense, c'est que c'est surtout dans les quelques mois qui suivent l'insertion du stérilet
qu'il peut y avoir un déséquilibre de la flore, mais quand on regarde à terme plusieurs mois ou plusieurs années après la pose du stérilet, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. En tout cas, le conseil qu'on peut donner, c'est qu'une femme qui a un microbiote déséquilibré au niveau du vagin, c'est mieux avant de faire poser un stérilet, de faire une petite correction avec des probiotiques. Quel que soit le stérilet, qu'il soit au cuivre Alors, et hormonal? Il y a moins de risques avec le stérilet hormonal, mais il y a encore une fois des études qui sont un peu contradictoires sur le sujet. Ce qui est important aussi à savoir, je sais pas, je me mets à la place des auditrices, elles se disent, parfois, Jean-Marc l'a dit, quand tout va bien, on sait que ça va bien. Mais parfois, il y a des petites zones grises où on se dit, ouais, ça va bien, mais parfois, ça va pas bien. Alors, comment je peux savoir si finalement j'ai un microbiote en bonne santé ou pas? Il existe des examens très simples. C'est ce que je vous demandais tout à l'heure, de savoir quels étaient les examens du microbiote vaginal. Eh bien oui, Jean-Marc explique ça. C'est Est-ce qu'il y en a beaucoup et est-ce que c'est fréquent? Non, c'est un prélèvement. Alors d'abord, il y a un examen que peut faire le gynécologue, c'est la mesure de l'acidité vaginale, ce qui est valable chez les femmes non ménopausées. Un vagin qui va bien, c'est un vagin acide. Le pH est compris entre 3,5 et 4,5. C'est pas facile pour une femme de se le faire elle-même parce qu'il faut mesurer le pH à un endroit précis. Et si on a un doute, après on fait un examen au laboratoire qui est un prélèvement vaginal et là on va identifier si oui ou non il y a un déséquilibre de la flore. Mais ce qu'a dit Rika est tout à fait juste, c'est que le microbiote vaginal est très dynamique, c'est-à-dire qu'il change en fonction du cycle menstruel, il change en fonction de la vie de la femme, en fonction de ses expériences sexuelles. Et c'est vrai qu'une femme, par exemple, qui va changer beaucoup de partenaires, le vagin, il est un peu perdu. C'est-à-dire qu'il est obligé de s'habituer au microbiote du zizi du monsieur. Et si elle change 10 fois dans l'année, le vagin, il ne sait plus où il en est. Et ça peut déséquilibrer la flore. Sauf si tous ces messieurs mettent des préservatifs. Sauf si ces messieurs mettent des préservatifs. Et que le préservatif n'a pas d'impact sur le microbiote du vagin. Oui. Alors ça, c'est une bonne question parce qu'on a des études aussi contradictoires sur le sujet et il semble que chez certaines femmes qui sont un petit peu fragilisées, en particulier pour les femmes qui font des infections urinaires, le fait d'utiliser des préservatifs, ça pourrait augmenter le risque d'infection urinaire. Bon, est-ce qu'on peut dire ce matin que entretenir son microbiote vaginal et en avoir un bien équilibré, ça permet de lutter efficacement contre les infections urinaires, les mycoses et toutes ces pathologies? Ou pas toujours? Ah oui, ça permet, c'est un facteur indispensable pour bien gérer son vagin. À partir de là, il n'y a pas que les infections, il y a aussi la santé sexuelle. On sait qu'effectivement, une femme qui va avoir un vagin équilibré, elle va se remettre à sécréter, à avoir une hydratation correcte et donc avoir une vie sexuelle beaucoup plus épanouie. On n'a pas parlé du microbiote du pénis. Les hommes ont un microbiote sur le pénis ou pas? Bien sûr. Comment ça, bien sûr? Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Et c'est pour ça qu'effectivement, la femme, elle a parfois du mal à s'adapter. Mais c'est un petit microbiote. Ah, il est moins abondant que le vagin. C'est un microbiote qui est à peu près identique à celui qu'on trouve sur la peau, sauf chez les hommes non circoncis qui hébergent entre le prépuce et le gland une flore qui est faite de bactéries qu'on appelle anaérobies et qui pourrait éventuellement être contaminante pour la femme si l'homme n'a pas une hygiène correcte. Mais encore une fois, l'homme y est souvent pour pas grand-chose. Oh, bien sûr. Non, mais pour ces infections-là... Nadia, vous avez quelque chose à dire? Pour les IST, alors là, je suis complètement d'accord. Comment le vagin fait pour rééquilibrer tout ça en sachant qu'il est acide, le sperme est basique, en plus le microbiote du pénis de monsieur, comment le vagin arrive à s'en sortir pour pouvoir rééquilibrer tout ça? Alors ça, c'est un travail fou des lactobacilles. Un vagin qui va bien, dès qu'il y a eu éjaculation, le lactobacille se met à bosser comme un malade, il produit de l'acide lactique comme un fou, et en l'espace de quelques minutes, ça a été démontré, on rééquilibre le vagin. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laver tout de suite. Oui, en quelques minutes. Quelques minutes. Et la guerre des sexes n'aura pas lieu. Voilà. Pas sur Beurre FM en tout cas. Alors là, certainement pas. Rika Etienne et le docteur Jean-Marc Bobot étaient nos invités. Vous revoyez cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Vous réécoutez le podcast et prenez soin de votre microbiote vaginal. Vient de sortir en poche chez Marabout. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et Nadia, on vous retrouve mardi prochain. Très belle journée santé.